on l'aura bien compris, l'idée générale, je suis un surcomplémentaire, c'est qu'il faut mettre en place des choses. Si on veut résumer, sa protection sociale, en fait, elle est divisée en deux blocs. Il y a un bloc immédiat, c'est toutes les garanties qui existent en cas d'arrêt de travail, invalidité, décès. Et le bloc différé, qui concerne en fait la retraite. L'idée n'est pas de savoir est-ce que ou pas je dois mettre en place quelque chose, c'est comment faire les bons choix. Alors d'abord, en matière de retraite, selon le statut que l'on a, TNS, donc travailleur non salarié, pardon Serge, donc travailleur indépendant ou salarié, il y a deux fiscalités qui vont s'appliquer. La loi Madelin, que tout le monde connaît, et l'article 83, que beaucoup connaissent aussi. Pour la partie retraite, les deux contrats sont des contrats appelés à cotisation définie. C'est-à-dire qu'on va définir en amont un montant de cotisation qui va permettre de se fabriquer au terme une rente. Il y a des avantages fiscaux importants. Il y a une déduction totale en termes de revenus pour un travailleur indépendant s'il est en nom propre, en termes d'IS s'il est gérant majoritaire, et bien évidemment en termes d'IS s'il est salarié. Et une exonération de charges sociales sur une certaine quotité, sur une certaine partie du salaire, si on est travailleur salarié. Car effectivement, quelque chose qu'on ne rappelle jamais, il y a paiement de charges sociales quand on est en loi Madelin. Quand on est travailleur non salarié et que l'on veut utiliser ce levier très puissant qu'est la loi Madelin, on devra quand même s'acquitter des charges sociales. En phase de restitution, l'assureur devient propriétaire du capital constitué. En contrepartie, il va vous verser une rente. Et cette rente, tout l'enjeu sera de déterminer comment elle sera calculée. J'imagine que la plupart d'entre vous ont déjà mis en place un certain nombre de choses. C'est très bien. Mais encore une fois, la phase la plus importante, c'est quel est le choix. Ça tombe bien, c'est le titre. Donc, en fait, en matière de retraite, quand on a un contrat dont le seul dénouement est la retraite, la rente, tout porte sur le mode de calcul, le calcul de la rente et donc de la table de mortalité qui va être utilisée. Il est impératif que celle-ci soit garantie à l'adhésion. Vous avez énormément de contrats aujourd'hui en vigueur. La plupart sont des contrats bancaires qui n'incluent pas de table de mortalité garantie. C'est-à-dire que par rapport à un assureur qui pourra vous proposer un contrat avec une table de mortalité garantie, vous pourrez faire exactement le même effort d'investissement, donc générer les mêmes économies d'impôts si c'est là le moteur, entre autres, de votre décision. Mais au final, vous pourrez vous retrouver avec un montant de retraite qui sera beaucoup plus élevé avec un contrat dont la table de mortalité est garantie qu'avec un contrat dont la table de mortalité n'est pas garantie. Et ensuite, les frais. 3% maximum sur les frais sur versement me semble, moi, une moyenne acceptable. Vous avez énormément de contrats dont les frais sont supérieurs à 4,5%, voire même qui frôlent les 5%. Ensuite, les frais de gestion. C'est comment votre épargne va être gérée. C'est concrètement les frais qui vont être prélevés sur les performances qui vont être investies sur les supports sur lesquels votre épargne sera investie. L'idée, c'est d'avoir 1% maximum en termes de frais de gestion. Et ensuite, durant la durée de vie du contrat, lorsque vous avez la possibilité, lorsque vous choisissez de modifier votre argent sur les différents supports, l'idée, c'est que ces frais ne dépassent pas les 0,5%. Et enfin, les offres à éviter, c'est là où j'y viens, Fred, c'est les offres dont les tas de mortalité ne sont pas garantis. Donc, comme je l'ai expliqué, la plupart des contrats bancaires, mais aussi des contrats proposés jusqu'à il y a peu, en tout cas par Logan Groupama, AJP, où là, AJP, par exemple, la tas de mortalité utilisée est au mieux celle en vigueur le jour du versement. Alors, pourquoi est-ce que c'est un critère extrêmement important? Schématiquement, on prend 1 an d'espérance de vie tous les 4 ans. C'est statistique. Si aujourd'hui, mon espérance de vie à 65 ans est de 20 ans, dans 20 ans, mon espérance de vie à 65 ans sera de 25 ans. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, j'opte pour un contrat dont la tas de mortalité est garantie, si je veux schématiser, je vais percevoir 1/20 de mon capital à vie sous forme de rente. Si j'opte pour un contrat dont la tas de mortalité n'est pas garantie, eh ben, j'aurai 1/25 de mon capital à vie. Donc, tout le monde aura compris qu'un 20e, c'est plus intéressant qu'un 25e. Donc, l'offre d'émergence courtage que j'ai la chance de diriger, nous avons donc aujourd'hui sélectionné les prestataires réputés pour la qualité de leur gestion. Tous ont une tas de mortalité garantie à l'adhésion. Les frais sur versement sont au maximum de 2,5%. Les frais de gestion, eux, ne dépassent pas les 0,96. Donc, j'aime toujours en dessous de 1%. Les frais d'arbitrage négociés, selon certains prestataires, ils sont totalement gratuits. C'est-à-dire qu'on aura la possibilité, durant toute la durée de vie du contrat, de modifier autant de fois qu'on le souhaite la composition de notre investissement, de modifier autant de fois que l'on souhaite les supports sur lesquels on sera investi. Ce sera totalement gratuit.
d'autres prestataires qui vont nous permettre d'avoir un arbitrage gratuit par an et ensuite ne prélever que 0,5%. Ensuite, il y a les options. Les options en phase de constitution. Comment non, en fait, ces options en phase de prestation. Non, pardon, en phase de constitution, je ne me suis pas trompé. Comment votre épargne va être gérée? Jusque dans les années 2005, la plupart des contrats étaient investis sur des fonds en euros. On avait un monosupport à proposer, on ne se posait pas la question. Et puis, il y a eu l'effondrement de la performance des fonds en euros. Et pour chercher un tout petit peu de performance, les assureurs ont été obligés d'un petit peu de développer, d'étoffer leur offre et de proposer des supports en unité de compte. Alors, les supports en unité de compte, c'est simplement des supports qui vont être investis plus ou moins en actions sur différents types d'activités. Le plus simple aujourd'hui, c'est d'avoir une gestion, et le plus intéressant pour vous aussi, c'est une gestion par horizon. Pour les années les plus éloignées de la retraite, on va aller chercher la performance sur des supports de plus ou moins risqués, selon votre appétence au risque, toujours. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'âge de la retraite, l'épargne va automatiquement être investie sur les supports de plus en plus sécurisés. Vous avez aussi les gestions sous mandat. Un de nos prestataires nous permet d'avoir une gestion sous mandat Rothschild. C'est totalement gratuit. Et aussi d'autres options avec la sécurisation des plus-values. L'idée, ce n'est pas de faire de vous des experts dans le domaine financier. Bien évidemment, nous sommes là pour vous accompagner. Mais de déterminer au moment de la souscription, en fonction de votre profil, quel est le support le plus intéressant pour vous pour obtenir la performance la plus élevée, mais toujours en prenant en compte votre appétence au risque. Si on a un profil sécuritaire, bien évidemment, on ne fera pas la même proposition que pour une personne qui a un profil plutôt dynamique. Ensuite, l'idée, c'est d'avoir aussi un contrat qui vous permette au terme d'avoir des options plutôt variées. Être certain d'avoir un retour sur investissement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je peux mettre 30 ans à me constituer un capital qui me sera versé sous forme de rente et décéder seulement 2 ou 3 ans après ma retraite. Que devient dans ce cas-là tout l'argent qui ne m'a pas été versé? On peut aujourd'hui revenir j'arrive pas, voilà. Par le biais des annuités garanties que l'on voit là, être certain d'avoir un retour sur investissement. Des assureurs vont jusqu'à 25 ans garantis. C'est la possibilité de se dire que quoi qu'il arrive, pendant 25 ans, l'assureur versera le montant de la rente à mes ayants droit. Et c'est d'ailleurs là l'un des rares cas, si ce n'est le seul cas, on a la possibilité de reverser une partie de sa retraite au profit de ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, les régimes obligatoires ne permettent pas de reversion au profit d'un PACS ni au profit de ses enfants. Bon, vous avez tout un tas d'options, rente par palier, reversion. La reversion, bien évidemment, est très importante, puisqu'elle permet de faire bénéficier son conjoint de toute ou partie de la rente que l'assureur aura versée. Et enfin, c'est la garantie de pouvoir capitaliser dans les conditions optimales, plus rapidement grâce aux frais réduits, et dans un cadre sécurisé grâce aux tables de mortalité garantie, et bien évidemment, comme je l'ai expliqué, avec une gestion totalement personnalisée. Alors ça, c'est un cas concret d'un client qui lui, il est né en 77, et il se posait la question de dire, voilà, moi j'ai de gros revenus, je veux investir 22 000 € par semestre. Et il m'a mis en concurrence avec AJP. Il a réussi à négocier les frais chez AJP. Il n'était pas de 5%, il a réussi à négocier à 4%. Et AJP lui a dit, notre contrat est quand même beaucoup plus intéressant que le contrat que peut vous proposer Emergence Courtage, puisque nous avons des frais sur arrérage, donc des frais au moment de la rente, qui sont forfaitaires à 20 €. Alors que le contrat que vous allez souscrire a des frais qui sont de 3% sur arrérage. L'arrérage, c'est à chaque fois qu'on vous verse un montant de rente, l'assureur prélève 3%. Tous les contrats Madelin, tous les contrats de retraite qui ont des tas de mortalité garantie ont tous des frais sur arrérage à 3%. C'est un taux qui s'applique sur le taux de rente, en fait. D'accord ? L'hypothèse qu'a fait AJP, c'était, voilà, je vais investir 22 000 € par semestre avec une hypothèse à 5% de rémunération brute sur le fonds UC, sur le fonds UC, c'est ça, et 2% sur le fonds sécurisé, à savoir sur le fonds en euros. D'accord ? À 67 ans, le capital était de 2 138 209 €. Alors, et puis là, ils ont donc détaillé toutes les options possibles. Si la personne prend la rente que pour lui, ça lui fait une rente à 75 000 € par an. S'il opte pour l'option réversible à 60%, ça fait 63 000 €. Ça veut dire qu'il a 63 000 € de revenus. S'il décède, son épouse touche 60% de ce montant-là. D'accord ? 100%, 58 000 € pour lui. S'il décède, son épouse touche exactement la même chose.
Rente non reversible avec 20 nuitées garanties. Ça veut dire qu'il touche le maximum pour lui, mais il a l'assurance que pendant 20 ans, l'assureur va verser le montant de la rente, etc. Avec exactement les mêmes hypothèses d'investissement, des hypothèses de rendement quasi identiques, on se rend compte de quoi? Qu'avec l'offre que nous avons négociée auprès de notre partenaire, nous avons un capital qui est supérieur à 112 000 euros. Donc si la loi Pacte passe et qu'effectivement on a la possibilité de récupérer toute ou partie du capital, il a déjà un gain de 172 000 euros. Il a fait exactement le même effort d'investissement. Il a investi les mêmes choses. On est sur des supports qui ont fait les mêmes performances, mais il a 172 000 euros de plus. Concernant les rentes, on voit que pour la rente non reversible, il a un écart en notre faveur de plus de 6 000 euros par an. S'il voulait vraiment protéger son épouse, on voit que son épouse toucherait une pension supérieure de près de 10 000 euros par an pour la réversion à 100%. Et pour les 20 nuitées garanties, pareil, on offre 6 000 euros de plus par an. Maintenant, je vous ai expliqué qu'il y avait différentes options. L'une des options, c'est de dire on va prendre une rente par palier. C'est-à-dire on va augmenter le montant de la rente les 5 premières années, et puis ensuite, le montant de cette rente va baisser. Dans le cas de où cette option aurait été choisie, c'est 18 000 euros de plus par an pour les 5 premières années, puis ensuite 3 830 euros. Alors vous devez vous dire, et ça avec des frais sur ARH de 3%. Avec un tel avantage pour nous, on a forcément fait l'affaire, hein, vous allez me dire. Ce qui serait logique. Eh bien non. Pourquoi? Parce que j'ai beau avoir le meilleur contrat de la Terre, je ne pourrais jamais me battre contre un meilleur ami d'enfance, qui est aussi mon beau-frère en fait. Voilà. D'accord? Donc j'ai fait un peu le lièvre. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant pour vous, c'est quand même d'observer que l'option tas de mortalité garantie est extrêmement importante et les frais sur versement ont une incidence qui est très sensible. Très sensible. Vous allez faire le même effort d'investissement, vous allez sortir les mêmes sommes d'argent pour la même ambition, vous couvrir mieux en matière de retraite. L'option, le choix du produit est essentiel. Concernant la prévoyance, Madelin, article 83. Alors, on oublie souvent, quand on parle de loi Madelin, en général, on parle de retraite. D'accord? La loi Madelin, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un article de loi, c'est l'article 154 bis du Code général des impôts, pour ne pas le dire, qui permet simplement de déduire de ses revenus imposables des cotisations qui vont être affectées à sa protection sociale. Protection sociale, c'est arrêt de travail, invalidité, décès pour la prévoyance, et la retraite. D'accord? Le principe de base, c'est quoi? C'est compenser les lacunes et les carences des régimes obligatoires. Delphine et Laetitia vous ont expliqué tout à l'heure qu'on avait des revenus qui étaient plafonnés. Quelqu'un qui gagne 5, 6, 7, 8 ou 10 000 euros par mois, en cas d'arrêt de travail temporaire, va se retrouver au mieux avec 1 658 euros par mois en cas d'arrêt de travail temporaire. Est-ce que c'est suffisant? La question est légitime, parce que vous avez des personnes qui vont vous dire, moi, après moi le déluge. Mais néanmoins, quand on est père ou mère de famille, qu'on a un foyer à protéger, qu'on est l'une des principales sources de revenus du foyer, a-t-on le droit de ne pas se couvrir, surtout quand on sait que ça coûte quasiment rien? C'est une question qui semble un peu idiote, mais je suis moi encore aujourd'hui sidéré de voir que je doive vraiment user de je ne sais combien de panels d'arguments pour expliquer à une jeune infographiste qui émarge à 6 ou 7 000 euros par mois que si demain elle traversait la rue, qu'elle était renversée, qu'elle ne pouvait plus travailler, ça serait un drame familial. Un drame familial qu'elle pourrait éviter pour l'équivalent de moins de 200 euros par mois de cotisation déductible en plus. Et pourtant, vous avez encore des gens qui disent « je vais réfléchir ». On va donc pouvoir, l'idée c'est compenser une perte d'emploi d'achat suite à un arrêt de travail temporaire, d'accord, ou une invalidité qui est donc un arrêt de travail définitif, et le versement de capitaux et ou de rente éducation suite à un décès ou une perte totale et irréversible d'autonomie. Ça veut dire qu'on est un légume. C'est là une couverture essentielle car il s'agit, comme je l'ai expliqué, au-delà de sa personne, de protéger son foyer. Donc tout le monde a mis en place quelque chose comme ça normalement, si on a un minimum de conscience. Mais l'idée c'est, a-t-on fait le bon choix? Le bon choix, c'est quoi? Pour les contrats de travailleurs non salariés, privilégiez les contrats dont les tarifications sont viagères, c'est-à-dire dont les taux de cotisation n'évoluent pas avec le temps. Concrètement, c'est des contrats sur lesquels vous bloquez votre âge. Si vous avez 30 ans, au moment de la cotisation, vous bloquez uniquement votre âge. C'est-à-dire que lorsque vous aurez 55, 60 ans, vous continuerez de payer les taux de cotisation comme si vous aviez 30 ans. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez la plupart des contrats aujourd'hui présents sur le marché, sont des contrats qui vont évoluer avec votre âge. Et quand je passe l'âge de 45-50 ans, il y a une inflation. Et comme par hasard, ce sont les âges où on commence à avoir des petits pépins de santé. On commence à faire un peu de tension, un peu de diabète, un peu de triglycérides, etc. Je parle un tout petit peu de moi aussi, là. Okay. Ça veut dire qu'on devient très difficile à assurer. Et si on devient très difficile à assurer, on est totalement, donc, je dirais, marié quasiment à l'assureur qui vous dit... OK. Qui dit simplement,
Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile pour vous de vous réassurer parce que votre état de santé s'est dégradé. Les contrats de conditions d'acceptation médicale aussi sont les plus souples, d'accord? C'est-à-dire ceux qui ne vont pas vous faire passer toute une batterie d'examens, qui vont vous considérer comme étant des chefs d'entreprise salariés. Et important, très important, les plus importants sont ceux dont la définition de l'arrêt de travail temporaire est liée à votre activité. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez deux types de définitions. Vous avez les contrats dont la définition de l'arrêt de travail temporaire est la suivante: est considéré en interruption temporaire de travail l'assuré dont l'état de santé lui interdit l'exercice de ses activités professionnelles. Et vous en avez beaucoup d'autres où la définition est la suivante: est considéré en interruption temporaire de travail l'assuré dont l'état de santé lui interdit l'exercice d'une activité professionnelle quelconque. Et ce sont des contrats qui sont très répandus. Si je vous dis est considéré en arrêt de travail temporaire l'assuré dont l'état de santé lui interdit l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, vous avez des contrats qui rajoutent ou pouvant lui apporter un bénéfice quelconque. Vous avez une main cassée. Vous êtes avocat, très compliqué pour vous de vous rendre à votre métier, à votre cabinet, d'accord? Vous avez une main valide. Cette main valide vous permet de faire des numéros de téléphone. Il y a donc une activité rémunérée que vous pouvez faire, c'est téléopérateur. Et bien l'assureur est en droit de ne pas vous indemniser. Parce que votre état de santé ne vous interdit pas toute activité rémunérée. Là aussi, il s'agit de faire le bon choix. Et il est aisé de comprendre, bien évidemment, que cette dernière définition posera de gros problèmes en cas de sinistre.